Amman est construite sur 19 collines et ce qui frappe, c'est l'uniformité des bâtiments de pierre taillée blanche. Pour sortir du centre, l'Abdoun Bridge, pont à haubans spectaculaire, mène à un quartier en pleine construction. Ces gigantesques travaux sont financés par l'Arabie Saoudite et ce quartier est destiné à devenir le cœur de la nouvelle Amman. Depuis la colline Jabal el-Qual'a, la colline de la citadelle, on est frappé par l'incroyable agglomération de constructions emboîtées sans un espace libre. On aperçoit en bas les vestiges du vieux théâtre romain avec l'Odéon tout proche. Une des innombrables mosquées de la ville. Et là-bas, ce bâtiment qui accroche l'œil, malgré la distance, je ne le sais pas encore, mais c'est l'extravagante mosquée Abu Danwesh. Ce dôme vert et le petit bois abritent l'un des palais du roi, le palais de travail, encastré au milieu des autres bâtiments. La mosquée du roi Abdallah Ier a été construite entre 1982 et 1989 et c'est la plus grande de Jordanie. Son dôme de céramique bleue abrite une salle de prière pouvant accueillir 3000 fidèles. En route vers la colline de la citadelle. Les murailles basses datent de la période romano-byzantine, mais les vestiges les plus anciens remontent à l'âge du bronze et la ville a toujours été occupée depuis 6000 ans avant Jésus-Christ. Elle s'est appelée Rabat Ammon quand elle était la capitale des Ammonites vers le 8e siècle avant Jésus-Christ. Puis elle est devenue Philadelphia avec les Gréco-romains. Un ammonite fossile trouvé sur les lieux. De l'époque gréco-romaine date le temple d'Hercule, dont il ne reste que les fondations et quelques colonnes redressées. Ce temple date du règne de l'empereur Marc Aurèle vers 169-180 avant Jésus-Christ. Les pierres et colonnes du temple ont servi à construire en partie la petite chapelle byzantine qui se trouve un peu au nord, et au siècle suivant, c'est un palais omeyyade et une mosquée qui seront érigés avec le reste des vestiges du temple. Quelques chardons magnifiques poussent parmi les dernières pierres. Ici, les citernes, qui ont servi autant au baptistère de l'église byzantine qu'au hammam du palais omeyyade.
La colline culmine à 837 mètres et c'est un lieu de découverte aussi pour les petits écoliers. Quelques chapiteaux corinthiens, et de tout près cette fois le temple d'Hercule tel qu'il est maintenant et tel qu'il était peut-être jadis. Ici c'est l'église byzantine qui est un site propice aux photos souvenirs. Voici le sketch du photographe photographié. Cette église date de 550 après Jésus-Christ. Son plan est simple, une nef centrale et deux ailes latérales, une abside semi-circulaire orientée à l'est. Les colonnes couronnées de feuilles d'acanthe proviennent du temple d'Hercule, et des salles rectangulaires complètent les ailes, certaines ont été ajoutées par les Omeyyades un siècle plus tard. Au bout de cette allée à colonnade, vers 1730, les Omeyyades construisirent un palais sur les ruines d'un bâtiment du IVe ou Ve siècle non loin du temple d'Hercule. Il n'en reste que la monumentale porte et le hall d'entrée, où les visiteurs soigneusement triés attendaient l'audience du gouverneur. Ici, la porte d'entrée du palais proprement dit. Cet ensemble présente une forme générale, un mode de couverture en voûte et dôme, et des motifs décoratifs d'influence nettement sassanide. Le hall d'entrée est en forme de croix. L'espace central, carré, était probablement recouvert d'un dôme de bois, comme celui qui a été réinstallé fin du XIXe siècle. Les bras nord et sud sont couverts d'un toit voûté en tonneau. Les bras est et ouest sont couverts de demi-dômes. Les niches à l'intérieur sont décorées soit de motifs de feuilles en bas-relief, palmettes, feuilles de chêne ou de vigne, soit de motifs géométriques et d'influence perse. Cette jolie fleur se trouve juste sur le sol au milieu du porche. À l'arrière du palais, des bâtiments d'habitation, peut-être un hammam et des citernes. Voici tout ce qui reste de l'iwan de la mosquée du Sud-Ouest. Nous sommes au plus haut point de la colline et au loin flotte le drapeau jordanien en haut de son mât gigantesque. On peut le voir de tous les points de la ville. Dans cet incroyable enchevêtrement de cubes,
La mosquée d'Abdallah Ier pointe ses minarets non moins gigantesques. Au sud du palais omeyyade, la mosquée, qui date de la même époque, présente un plan simple. C'est un hypostyle comprenant 7 rangs de 6 colonnes autour d'une cour centrale. Il semble bien que le toit ait été voûté au vu des intersections des arcades. Le mur extérieur vestigial montre des niches décorées de la même façon que la monumentale porte d'entrée. Le musée archéologique contient peu de pièces, mais toutes sont exceptionnelles car Amman fait partie, avec Jéricho, des plus anciennes villes du monde. Les mosaïques de Madaba datent du VIe siècle, la ville elle-même est déjà citée dans la Bible, et les statues d'Aïn Ghazal en plâtre datent de l'époque néolithique récente, soit 8000 à 6000 ans avant Jésus-Christ. Elles font partie des toutes premières réalisations humaines jamais découvertes, et on ne sait pas pourquoi elles ont 2 têtes. Cette statue de plâtre et de bitume est âgée de 8500 ans. Les suivantes également. Une déesse mère presque aussi ancienne. Et pour terminer, trouvée à Jéricho, la plus vieille statue au monde, datant de la période néolithique antérieure à l'invention de la poterie. Ce fossile de poisson, en 2 moitiés et d'un autre registre, provient de Sahab et il est probablement antérieur à l'homme. Dans l'aile islamique, un échantillon élégant et très ouvragé de bassins d'ablution. Et quelques plats et bols plus classiques de l'époque mamelouk, entre 1170 et 1516 après Jésus-Christ. Ces sarcophages de terre cuite, parfois anthropomorphes, datent de l'époque moabite, entre 1200 et 700 avant Jésus-Christ. Changement d'époque avec ce curieux serpent à tête de canard et avec des dents qui plus est. Il se trouve dans l'aile gréco-romaine. Une tablette trouvée à Pétra, ainsi que cette idole nabatéenne anthropomorphique, datée du 1er siècle après Jésus-Christ et trouvée dans le temple des lions ailés à Pétra. Et enfin quelques fragments des manuscrits de la mer Morte, trouvés à Qumran et que les Jordaniens revendiquent en vain jusque maintenant. Cette partie du site a été utilisée comme cimetière au XXe siècle et la plupart des tombes sont antérieures à 1951. Les familles ne sont pas identifiées. En repartant, on traverse une partie du souk d'Amman.
Les vestiges de la fontaine publique romaine ou Nymphéum. On entre maintenant dans le théâtre romain. Le théâtre romain date de l'époque où Amman s'appelait Philadelphia et il s'adosse à la colline Djebel el-Tag. Il aurait été construit vers 150 après Jésus-Christ par l'empereur Antonius Pius. Il pouvait accueillir jusqu'à 6000 personnes. L'influence grecque se fait encore sentir dans les chapiteaux des colonnes. Des spectacles sont encore donnés sur cette scène. En face, le Djebel el-Qual'a, ou colline de la citadelle, d'où je filmais le théâtre ce matin même. Dans le petit musée ethnographique installé dans les dépendances du théâtre romain, sont exposés des costumes anciens. Ces pièces sont des vêtements traditionnels brodés jadis par les femmes dans les villages. Ces tissus faits main, ces vêtements, sont des vestiges d'une tradition disparue maintenant, faute de temps, faute d'argent, mais aussi et surtout à cause de la concurrence des textiles venus d'Asie, d'Afrique, des pays plus pauvres. C'étaient de véritables œuvres d'art. On y voit aussi des bijoux anciens de corail, turquoise, pierre dure, qui sont toujours travaillés actuellement par les Bédouins et dont certains datent de la plus haute antiquité. L'ambre est connu depuis la nuit des temps et provient de la Baltique. Les coiffes et parures sont également soignées.
Chaque région, chaque tribu a ses couleurs et ses motifs spécifiques, ses bijoux d'argent et ses pierres. Marionnette faisant partie du répertoire traditionnel, le Karakoss. Dans une belle salle voûtée, sombre et fraîche, sont exposées de belles mosaïques de Madaba qui n'ont pas pu prendre place dans le petit musée de la citadelle. Madaba est une ville située au sud d'Amman qui est déjà citée dans la Bible, mais elle fut aussi un important centre de la jeune religion chrétienne avec une profusion d'églises des premiers siècles et même jusqu'à l'époque byzantine. Les fresques installées ici proviennent des fouilles poursuivies dans ces églises, toutes détruites par des tremblements de terre. Parmi les thèmes récurrents de ces mosaïques, on voit des grappes de raisin, des fleurs, des fruits, des travaux agricoles, des oiseaux, de la volaille. Madaba est aujourd'hui en plein désert, mais jadis l'eau coulait dans ces régions. Et pour finir, une belle table de marqueterie incrustée de nacre. La citadelle de Khazr el-Azraq dresse ses murailles de basalte bleu au milieu de l'oasis du même nom depuis le IIIe siècle après Jésus-Christ. Les premiers bâtisseurs furent les Romains qui construisirent ce fort afin de défendre les frontières orientales de l'empire de Dioclétien. La forteresse, mise à mal par le temps, fut reconstruite par le gouverneur ayoubide Ezzidine Aibak en 1236. Il construisit aussi une mosquée au milieu de la cour. Un panneau gravé rappelle ces restaurations au-dessus de la porte principale de la tour sud. Il s'agit d'un bâtiment qui a toujours eu vocation militaire. Le gardien des lieux, un druze chargé de l'entretien, nous montre avec quelle facilité la lourde porte de pierre pivote sur ses gonds d'origine. Au-dessus de la porte, un important machicoulis. On entre dans un bastion fermé par deux portes monumentales de vrais rochers, et qui sert pour le moment de mosquée provisoire. Au-delà s'étend la cour orientée au nord. À gauche, la tour de garde et la porte secondaire, au centre, la mosquée ayoubide, au fond, des salles voûtées, écuries ou greniers, à droite, la citerne et des systèmes d'adduction d'eau.
pierre gravée d'inscriptions latines permet de dater et identifier les différents occupants qui se sont succédés ici. Dioclétien, Maximilien, Jovianus. L'architecture de pierre est simple, encorbellement permettant de soutenir les poutres de bois ou de pierre des plafonds. Assemblage sans mortier pour les murs. Et les arcs des portes maintenus par la clé de voûte. Le sol de la vaste cour est jonché d'éclats de basalte et de calcaire. Vue de l'entrée par l'intérieur du château. Pas de fioritures. Nous entrons maintenant dans la mosquée qui a été construite dans la forteresse alors que les constructions romaines plus anciennes étaient déjà en partie en ruine. Les arcs des voûtes reposent sur des colonnes romaines. Les toits sont composés de poutres de pierre reposant sur un encorbellement de pierre également. Il fallait économiser le bois déjà rare à l'époque. Tout était recouvert de stuc et lissé. Vue sur une des niches de la mosquée. Les grandes salles au fond de la cour devaient être destinées à l'habitation, les réserves de nourriture, le logement des animaux, peut-être même le culte des dieux au temps pré-islamique des Nabatéens. Mais rien n'est connu avec certitude, si ce n'est que les réserves d'eau de la région autorisaient une population de plusieurs milliers d'habitants. L'une des salles recèle quelques vestiges d'objets trouvés sur le site. Le plafond a été restauré en partie avec des poutres de bois, l'art de la taille de pierre étant devenu maintenant plus rare encore. Les pierres gravées, inscriptions grecques et romaines, ont été trouvées sur place. Cette porte, située dans la muraille ouest, pèse plusieurs tonnes et ouvre sur la ville. C'est la deuxième entrée du château. Pour terminer, petit coup d'œil sur le QG de Laurence d'Arabie. Le chef de la révolution arabe s'était installé ici avec ses troupes.
Le logis, composant une salle voûtée, des ouvertures en ogive, des meurtrières, des plafonds de pierre, était aussi simple que spartiate. Le Qusayr al-Amra, qui signifie le petit château rouge, est le plus intéressant des châteaux omeyyades de Jordanie. D'abord, l'inévitable tente-boutique. Ce qui frappe à première vue, c'est l'environnement désertique. Pas de construction, pas de végétation. Et puis, en approchant, la présence d'une noria. Des bains, un système de chauffage et d'adduction d'eau. Jadis ici, des ânes ou des chameaux tiraient l'eau du sol. La seconde remarque concerne l'aspect élégant du château. Ici, rien de militaire. Il s'agissait sans doute d'un pavillon de chasse, d'un endroit de réception et de divertissement, construit par le calife Al-Walid vers l'an 710. La résidence a disparu et il ne reste que les bains. Cette impression d'élégance et de raffinement est renforcée à l'intérieur par la présence de fresques et peintures figuratives et raffinées dans toutes les salles. Ces fresques, datées du 8e siècle, font partie du patrimoine de l'UNESCO. Dans le hall d'entrée, elles décrivent les différents adversaires du calife Al-Walid et sont en pleine restauration. La nef centrale qui suit le hall est décorée de scènes des différentes batailles menées par le calife. L'établissement présente un plan en 3 nefs, la nef centrale flanquée des ailes est et ouest. Chaque nef est décorée de thèmes différents. À l'est, les scènes du plafond exposent les différents travaux effectués lors de la construction du château. On entre ensuite dans la zone des bains, scènes champêtres et thèmes animaliers dans le vestibulum. Dans le tépidarium des femmes au bain.
Dans le caldarium, la coupole est ornée des signes du zodiaque. L'aile ouest est décorée de scènes de chasse ou de boucherie. Dans la cour, le vaste puits est complètement à sec. La nappe phréatique de l'ancienne oasis est complètement épuisée. Le château rose, du moins ce qu'il en reste, tient bon, solitaire, sous le vent violent du désert. Dans le petit musée adjacent, on voit bien sur la maquette la structure en 3 nefs du bâtiment, et à droite, les salles des bains et le fourneau rectangulaire. Nouveau château, nouveau spectacle. Et quelques breloques au passage, si le touriste n'achète pas, il faut épousseter. Le Qasr al-Qarane est aussi isolé et solitaire que le Qusayr al-Amra, mais son aspect est massif, solide, austère. Sa fonction reste énigmatique. Pavillon de chasse, résidence d'apparat, forteresse sur la route des caravanes. Quand on approche, la grande muraille rose perd un peu de son caractère rébarbatif. Les meurtrières, les lucarnes ouvragées, les frises géométriques, les sculptures au-dessus du portail, on a manifestement cherché à adoucir l'aspect défensif de la bâtisse. Il daterait de 712-735, période du califat d'Al-Walid Ier. L'unique porte du mur sud ouvre sur une grande cour carrée, un important hall d'entrée et des bâtiments destinés aux réserves et aux écuries. Les appartements sont à l'étage. On les nomme bêtes. On y trouve une grande pièce centrale et 4 pièces latérales. Un grand beit se trouve au-dessus du hall d'entrée. Les petites fenêtres au 2e étage sont des ouvertures destinées au passage de l'air et de la lumière. Le beit situé au-dessus du hall d'entrée est le plus vaste. C'est aussi celui qui est le plus finement décoré. Des arches, des arabesques, des frises. Il est d'inspiration typiquement islamique.
rêve de lumière dans le Kasr al-Karané. Dans cette salle, qui date de l'an 711, on trouve une architecture identique à celle du dôme du rocher en Israël. Des plafonds voûtés et des dômes, des colonnes triples ou quadruples, des rosaces ou rondeaux dont les motifs semblent être semblables à ceux de l'Égypte ou de l'Assyrie. Et un texte en araméen presque effacé tant il est antique, langue du Christ qui a donné naissance à l'arabe et à l'hébreu. Contrairement aux appartements précédents, typiquement islamiques, cette salle montre une nette influence sassanide. C'est par ces couloirs frais de pierre blanche recouverts de leur crépi rose que nous quittons le troisième château du désert.